Cet enregistrement est pour couvrir le Kanban Flow Simulator. Vous avez l'adresse ici pour y accéder. Vous avez également le lien sur le site Moodle du cours. Donc, à partir de ce site, il est possible d'effectuer une simulation, entre autres en changeant la vitesse du simulateur, qui peut être quand même très rapide, en pouvant recommencer, en pesant sur le bouton arrêt, pouvant mettre une pause aussi pour voir momentanément où est-ce que nous en sommes, et pour débuter ou continuer la simulation, donc les 4 boutons ici, le slider ici pour la vitesse de simulation. Bien entendu, il ne faut pas oublier un paramètre qui s'ajuste, je devrais dire un bouton de paramètre qui s'ajuste avec différents. Et ces options permettent de voir finalement le backlog. Donc, on peut décider à ce moment-ci de la façon dont les tâches vont être créées. Donc, le Task Creation Strategy. Si la limite le permet, donc on va se fier finalement à la limite au WIP pour le backlog. Sinon, on peut y aller de façon régulière, donc combien d'items par jour vont être ajoutés. On pourrait aussi choisir un niveau aléatoire avec une moyenne et ensuite le nombre d'items en batch de façon générale, ou sinon sous la forme d'un Scrum en disant en général une itération dure combien de jours. Ici on aurait 2 semaines. Et pour chacune de ces itérations-là, chacun de ces sprints, combien de tâches faut-nous créer? Par exemple, ici, on en créerait 55 et on pourrait travailler à partir du WIP pour venir moduler finalement la quantité qui est possible de créer. Si vous regardez ici plus vers la droite, vous avez pour chacun des récits ou des items de backlog qui sont créés, est-ce qu'ils sont créés avec une distribution normale? Vous avez finalement la moyenne et la variance pour chacun des cases ou des colonnes qui suivent pour les tâches. Ceci pourrait être aussi au niveau plus constant, donc chacun des récits va être découpé toujours de la même façon, ce qui est peut-être un peu plus loin de la réalité, mais ça vous permet peut-être d'observer des phénomènes que vous n'auriez pas vus autrement. Et enfin, pour des tailles qui peuvent être small, medium, large, extra large, on dit souvent des tailles de t-shirt, quels sont les efforts demandés? On remarque que les efforts sont spécifiés en heures, ça peut être en points. C'est juste que si on parlait de points, ça serait difficile de faire le lien avec, par exemple, des jours, des nombres de tâches, etc. Donc, je choisis pour la simulation que nous allons faire ensemble, si la limite le permet, je choisis également une distribution normale. Et comment est-ce qu'on va prioriser de façon standard le backlog? Ici, c'est une méthode très très simple, c'est le premier arrivé, premier servi. On s'éloigne peut-être un peu de la création de valeur, surtout si ici on choisit sous la forme de Scrum. Ça peut être au niveau de la valeur simplement. Donc je regarde la valeur ajoutée et c'est tout. Et le dernier, c'est le Cost of Delay divided by Duration. C'est pour ça qu'on dit CDDD ou C3D. C'est au niveau du WSJF pour Weighted Shortest Job First que nous avons vu dans certaines notes de cours ou qui se trouve aussi sur Internet. Choisissons pour le cas qui nous intéresse le CD3 qui devrait être la meilleure façon de prioriser des récits. Ici, ce serait pour voir comment on crée de la valeur pour chacun des récits qui a été créé. L'idée, c'est qu'on peut ajuster les paramètres. Par exemple, en moyenne, ici, on met 0$ par jour avec une variance de 1000. Donc, ça peut varier selon ce qui a été créé. C'est stable pour une certaine période. La période de capitalisation est ajustée à 10 jours. C'est peut-être un peu court. On pourrait mettre une centaine de journées.
et à partir de quand, une fois que la tâche a été créée, ça serait plutôt quand est-ce que la tâche a été terminée, complétée, qu'on pourrait commencer à capitaliser, mais disons qu'on se donne une dizaine de jours pour faire un test. Au niveau des règles, c'est la répartition des tâches, autant au niveau des personnes, donc combien une personne peut prendre de tâches elle-même au maximum pour une journée donnée, et combien de personnes au maximum peuvent travailler sur une tâche. Donc, ça permet de travailler en équipe sur un ensemble de tâches. Et bien entendu, comme lorsqu'on débute une tâche, on n'est jamais tout à fait, on pourrait dire, productif au début de la tâche. Ça me prend combien de temps lorsque j'ai choisi une tâche pour devenir effectif et utile à la résoudre. Leçon pour débuter ces paramètres. Vous pourrez les ajuster. Entre autres, je vous recommande pour le WIP pour une seule personne, vous pouvez toujours le laisser à 2, mais le nombre de personnes qui travaillent sur une tâche unique, habituellement, pour éviter des erreurs et de la confusion, on le fait. Donc, habituellement, pour éviter une confusion, on va fixer le nombre de personnes qui peuvent travailler sur une même tâche à 1. On remarque dans la littérature que plus que le nombre de personnes simultanées travaillent pour une même tâche, surtout si c'est un seul fichier qui est modifié, que le nombre d'erreurs, de bugs qui va être trouvé plus tard va augmenter de façon quand même assez drastique. Donc, il faut être prudent. Ensuite, pour l'équipe. Donc, j'ai 4 personnes qui travaillent sur la production. Je pourrais le mettre en français, donc mes analystes, mes développeurs, mes testeurs et les personnes DevOps. On voit le nombre de personnes, donc il y a 2 analystes, 6 développeurs, 3 testeurs, 1 personne au DevOps. La personne qui travaille à l'analyse va être dédiée à 100% pour le travail d'analyse. On ne se retrouve pas avec un T-shape où est-ce que j'aurais pu avoir une répartition de temps potentiel à donner à d'autres étapes dans le processus. L'idée ici, c'est que je vais avoir des ressources dédiées. Donc, c'est une façon de voir le flow, c'est une façon de faire ça. Dans la réalité, on va plutôt vouloir peut-être 80, peut-être 5-5-5 ou 5-5-10 ou 10-5-5 ou 80-10-10-0, peu importe, mais que la personne puisse peut-être aider de temps en temps le restant de l'équipe à résoudre certaines situations. L'autre chose, c'est que dans la vraie vie, c'est rare qu'une personne est dédiée à 100% de son temps. Cependant, lorsqu'on vient voir les règles, on se rend compte que ça prend 1 heure pour être effectif. Donc, on voit que 1 heure, par exemple, sur une journée de 8 heures, on est effectif à déjà moins de 90% de son temps. Pour le board, donc c'est le texte qui est présenté sur la ligne jaune, je vais m'amuser à le traduire. Je vais faire une pause sur l'enregistrement pour que vous sauvez ce temps-là. La traduction vient d'être faite, donc j'ai l'analyse, le développement, les tests et finalement le déploiement, si vous préférez peut-être la mise en production. Et lorsque toutes ces tâches-là sont terminées, je clique Save and Reload et après un certain temps, le Kanban est rafraîchi. Je reviens ici, je vois que ma traduction est demeurée. Et enfin, au niveau des statistiques, lorsque j'ai des moyennes mobiles, combien de jours je prends pour calculer cette moyenne, ça évite de voir des variations trop rapides. Et lorsqu'on prend des décisions, lorsqu'on veut ajuster un flot de travail, un flux continu de tâches, on évite d'y aller trop rapidement. Donc, j'aurais terminé ma configuration. Une fois qu'elle est terminée, je vous suggère de prendre l'URL qui a été créée, qui est un URL unique pour la configuration que vous avez et qui va vous permettre d'y retourner plus tard et de sauvegarder cette URL-là, peut-être dans vos favoris. Nous sommes maintenant prêts à réaliser la simulation. Nous n'avons pas regardé l'ensemble des paramètres. Nous voyons ici
les WIP, donc le maximum de tâches en cours. Présentement, le carnet n'est pas limité. Le problème que nous avons à ce moment-là, c'est qu'il pourrait y avoir un nombre infini de cartes qui est créé ici. Je ne veux pas ça. Je pourrais fixer une limite dans mon carnet, par exemple, qui a un maximum de 10 récits utilisateurs, items qui soient créés à la fois. Lorsque je dépasse 10, je ralentis ici mon travail. On se souvient qu'un Kanban, c'est à flux tiré. Donc, au niveau de l'analyse, les personnes qui sont ici vont vouloir tirer parmi les 10 cartes qui sont là, qui seront déjà mises en ordre de priorité selon le C3D, comme on a dit tout à l'heure. Nous allons pouvoir bientôt commencer la simulation en regardant les WIP ici qui sont à 3, 3, 3 et 3 par défaut, alors que le nombre de ressources est 2 analystes, 6 développeurs, 3 testeurs et une personne au déploiement. Allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je débute la simulation au plus lent. On voit ici qu'on est déjà à 10 tâches. Nous voyons qu'est-ce qui est en cours. Ça fait quand même assez lentement. Aussitôt que ça a été mis à terminer, les développeurs qui attendent ont tout de suite tiré la carte. Même chose pour les testeurs lorsque la tâche numéro 3 a été terminée. Vous voyez qu'elle se rend rapidement en déploiement. Donc, on ne voit pas encore l'effet des limites et du flux de travail. C'est normal. Si je descends plus bas, vous avez le graphique ici et vous remarquez qu'il y a une montée en charge du travail. On est dans une phase qui est transitoire. Nous ne sommes pas dans une phase que l'on pourrait appeler permanente. Donc, on est en train finalement de réaliser le travail et de voir qu'est-ce qu'il y a à faire comme équipe de façon progressive. Je vais accélérer la simulation, mais on voit déjà des goulots d'étranglement qui apparaissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont terminées. Par exemple, ici, l'équipe de développement, il y a une personne qui peut travailler ici pendant que les 5 autres développeurs attendent. Donc, on a un problème ici, on pourrait dire, d'utilisation du personnel. Pourquoi ils ne peuvent pas travailler? Entre autres, on a limité le nombre de tâches en cours. Deuxième chose, on a limité le nombre de personnes par carte à 1. Troisième chose, comme les tests, eux aussi ont de la difficulté à fournir, parce qu'eux-mêmes sont limités par rapport au déploiement. Donc, j'ai des goulots que je dois aller régler. Je peux accélérer la simulation pour être certain qu'on soit en régime permanent. Donc, ça fasse assez longtemps que la simulation roule. Je viens de la ralentir à nouveau. Et à ce moment-ci, on observe nos goulots d'étranglement. Où sont-ils? Faisons une pause. Il y a des goulots au niveau du développement. On ne tire pas les cartes assez rapidement. Au niveau des tests, on ne tire pas le travail assez rapidement. Au niveau du déploiement, donc, c'est mal équilibré. On ne peut pas regarder le carnet. On l'a limité à 10 cartes. En réalité, je n'en tiens pas compte. Je regarde vraiment au niveau de l'analyse, développement, test et déploiement. Et ces cartes-là sont créées illico presto. Sauf qu'il y en a une qui manque, elle est créée. Vous remarquez aussi que les cartes qui ont été mises en ordre de création de valeur, par exemple, j'ai la carte 37 ici qui est déjà partie. J'ai la carte 39 qui est là, alors que la carte 38 est toujours ici. C'est une logique, comme on se disait, de création de valeur. Donc, on pige les cartes qui amènent la plus grande valeur ajoutée. En sachant que j'ai finalement, comme on a vu, les WIP à 3, cependant, mes ressources humaines, j'ai 2 analystes, 6 développeurs, 3 testeurs et une personne spécialisée en déploiement. Ces personnes-là peuvent prendre jusqu'à 2 tâches en parallèle. Il n'y a seulement qu'une tâche attribuée par personne. On avait fixé ça dans les paramètres. Je vais maintenant essayer d'optimiser mon utilisation en regardant les courbes ici. J'ai l'efficacité ici en vert du flux de travail que je vais essayer d'augmenter. Une belle cible est à peu près 80%. J'ai aussi mon temps de cycle, qui est la courbe mauve ici ou pourpre, que je vais essayer de diminuer.
La courbe en rouge devrait être assez constante. C'est le flux de travail au travers du pipeline. Je pourrais l'affecter en changeant entre autres le nombre de ressources. La courbe qui est en bleu ici est mon nombre de tâches en cours. Je vais essayer de le diminuer. Il est à 20 quelques, donc quand même assez élevé. J'ai beaucoup de choses qui sont en cours ici. Et en ajustant ces paramètres, je vais réussir entre autres à réduire mes goulots d'étranglement. Comme je n'ai qu'une seule personne en déploiement et qu'ici j'ai mis un whip de 3 par défaut, je vais le descendre à 2 et je vais repartir la simulation pour voir l'effet global. Donc j'ai mis la vitesse au maximum, j'enfonce la touche verte et j'attends quelque peu. Lorsque j'ai passé assez de temps, je vois qu'ici, il y a moins de tâches en cours. Cependant, au niveau des tests, on voit qu'il y a vraiment un goulot. Soit que j'ai trop de ressources, soit que le déploiement n'est pas assez rapide. Cependant, n'ajoutons pas de personnes. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? C'est d'aller voir avant. On voit que tout le monde est le goulot du prochain. Donc, dit autrement, le déploiement, il manque vraiment de ressources. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux ajouter une ressource finalement à l'équipe. Au niveau DevOps, je mets 2 personnes et je regarde l'effet global. On redémarre la simulation, on l'accélère, on regarde finalement les différents chiffres. On voit que ça va mieux. On voit que justement, il manquait vraiment de ressources au niveau du DevOps. On attend quelque peu pour voir s'il y a des nouveaux goulots d'étranglement qui apparaissent. Donc, en laissant aller la simulation et en l'arrêtant après un certain temps, je vais la ralentir et voir qu'est-ce qui se passe. En sachant que mon temps moyen que j'ai programmé est le même pour chacun des postes de travail, donc que ce soit pour l'analyse, le développement, les tests ou le déploiement, je vois que j'ai une mauvaise répartition des ressources. En effet, j'ai 2 personnes à l'analyse, ça peut aller. J'ai maintenant 2 personnes au déploiement, donc j'ai on pourrait dire une capacité de travail qui est similaire. Cependant, j'ai trop de développeurs et trop de testeurs. Allons le corriger. J'ouvre la fenêtre ici. Je vois que j'en ai beaucoup trop. Mettons 2 à tous. Et allons voir ce que ça fait sur la simulation. Je la fais rouler quand même assez rapidement. Et je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec mes différents paramètres en la laissant rouler un certain temps. Je ralentis à nouveau. Et je remarque que je n'ai presque plus de goulot d'étranglement. Je vois que ma capacité est quand même très bien, elle est très élevée. Je vois également que mon whip est à peu près constant, il a diminué comparativement à tout à l'heure. Je vois que mon efficacité est quand même assez bonne, mais elle n'est pas à 80% comme j'aimerais. Et que mon throughput, donc ma vélocité est restée tout de même assez constante. Et bonne nouvelle, le lead time, donc le temps d'attente des cartes, a quand même beaucoup diminué. J'ai diminué la capacité du carnet à 3. J'augmente la vitesse de simulation beaucoup plus rapidement et j'attends un certain temps pour voir qu'est-ce qui se passe. Et je devrais remarquer que mon lead time ici a diminué. C'est normal parce qu'il y a moins de cartes qui attendent ici pour être passées au travers du système. Je vois également que mon efficacité du flux a augmenté, donc sans même rajouter de ressources. En mettant peut-être une et une seule, peut-être que ça irait encore mieux. Donc je viens mettre 1 et je suis mes statistiques et je vois justement ici en vert que mon efficacité est rendue top, que mon temps de cycle est rendu pas mal au minimum pour l'instant, à 2.7. Je remarque aussi que mon whip, c'est normal, ça l'a diminué, j'ai diminué le nombre. Donc, tout a l'air vraiment bien aller. J'aurai un flux quand même assez optimisé pour cette configuration. Et c'est un exemple donc d'utilisation du simulateur.